Donc, commençons tout de suite avec la 20e place. Le chevalier à cette place est Masque de Mort. Masque de Mort est considéré comme le plus puissant des chevaliers du zodiaque, enfin des chevaliers d'or en tout cas en termes de corps à corps. Néanmoins, il n'a qu'une seule vraie technique, les cercles d'Hadès, dont on peut facilement s'échapper quand on a un grand cosmos. Donc, contre des chevaliers d'or qui en ont un justement, c'est un peu inutile. Et du coup, s'il n'a rien d'autre comme arme que le corps à corps, il est clairement obvious comparé aux autres chevaliers d'or. Donc 20e place, d'autant qu'il s'est fait one shot par Mou et que ça a été le premier chevalier d'or à mourir. Personnage suivant. En 19e place, donc, le chevalier Aphrodite des poissons de la 12e maison. Il s'est fait one shot 2 fois. La première fois par Sean, on va y revenir. D'ailleurs, c'est ce qui va expliquer sa 19e place. Et la deuxième fois par Mou. Mou, à la limite, on peut l'accepter parce que ça va être un des chevaliers qu'on va mettre le plus haut. Mais pour notre ami Sean, ça va être quand même moins acceptable. En sachant que Sean était déjà à moitié mort, avait son armure brisée, en sachant qu'il se sert de la chaîne accrochée à son armure pour se battre. Donc il est énormément désavantagé. Et comme je le disais, il s'est fait one shot. Bon d'accord, Sean possède un 7e sens et un des plus grands cosmos de la série. Il sera même résurrection d'Hadès. Mais je pense quand même que se faire vaincre par un chevalier de bronze à moitié mort, c'est pas très glorieux. Donc Aphrodite, désolé, mais pour toi c'est la 19e place. En 18e place, le chevalier Aldébaran des taureaux. Donc lui, c'est le premier chevalier d'or qui a combattu Seiya. Il s'est fait couper une corne à la fin du combat. Sinon c'est tout, il a pas vraiment de combat référence. Il perd quasiment tout le temps. Et c'est tout en fait. Allez, il est certes pas aussi nul que Aphrodite et Masque de Mort, mais c'est vraiment le chevalier qui est le plus bof. Enfin, j'ai dit qu'il perdait tout le temps. C'est pas tout à fait vrai, mais on va dire qu'il est trop bof. C'est vraiment le chevalier d'or moyen. D'ailleurs, il est beaucoup trop moyen. C'est pour ça qu'il est en 18e place, justement. On va maintenant commencer à s'attaquer aux chevaliers de niveau dit moyen, en tout cas pour ce classement. Car ces chevaliers, et même tous les chevaliers de ce top, plus globalement, sont largement au-dessus du niveau moyen, mais pour ce top, c'est ceux de niveau moyen. Alors, le plus faible de ces chevaliers de niveau moyen, d'après moi, c'est Milo du Scorpion. Milo du Scorpion a le même problème que Masque de Mort. Où Masque de Mort avait juste la stratégie d'utiliser les vagues d'Hadès pour envoyer son ennemi au royaume des ombres. Là, Milo, c'est la même, mais avec l'aiguille écarlate. C'est une attaque qui fait énormément de dégâts à l'adversaire, mais qui ne le tue qu'au bout de 15 coups s'il est résistant. Ce qui est le cas pour tous les gens de ce top. Donc évidemment ça va les affaiblir au bout d'un moment en leur faisant perdre leur sens. Mais bon, il va quand même falloir attendre un bon moment et des adversaires puissants ont le temps de lancer une attaque justement puissance pour contrer. Et donc c'est un chevalier vraiment très puissant comme je le disais, on ne peut pas le mettre dans le bas level, mais il est vraiment en fin de niveau moyen pour moi. En 16e place, Camus. Camus est le seul chevalier d'or qui n'accélère pas les atomes. Il les ralentit et cela fait de lui un chevalier de glace. Camus est le seul chevalier de glace parmi le chevalier d'or et un des deux seuls parmi ce top. Il arrive à approcher les moins 270 degrés, mais ne parvient néanmoins pas au zéro absolu. Ses techniques de glace sont néanmoins très développées et c'est un chevalier extrêmement expérimenté. Et donc il mérite cette 16e place. En 15e place, Shura du Capricorne. Alors pour Shura,
ça se complique étant donné qu'il est de force relativement similaire à Camus. Jusqu'ici, je pensais qu'il y avait quand même un certain léger écart entre les personnages que j'ai cités, mais là, il est vraiment infinitésimal. Du coup, on va commencer à l'expliquer. Pour certains personnages. Alors, la différence entre Camus et justement Shura, eh bien, c'est que Shura peut détruire, en tout cas bien endommager, l'armure de Camus, étant donné qu'avec son épée Excalibur, il a réussi à casser extrêmement facilement l'armure de Shiryu. Bien évidemment, il ne pourrait pas reproduire ça avec celle de Camus, étant donné que c'est une armure d'or, mais il pourra quand même l'abîmer. On sait que Camus ne peut pas geler les armures d'or quant à lui, étant donné qu'il n'atteint pas le zéro absolu, mais seulement autour des 270 degrés, et au négatif. Donc, c'est Shura qui abîmerait le plus l'armure de Camus, et donc Camus tiendrait donc en conséquence sûrement moins longtemps que Shura. Voilà, c'était tout pour cette explication de ce qu'on va détailler maintenant. Pour cette 14e place, ce sera un chevalier de bronze pour changer des chevaliers d'or, en la présence de Yoga, le chevalier des glaces. Yoga est à peu près de même force que Camus, mais il s'approche un peu plus du zéro absolu, et c'est ça qui lui permettrait de battre Shura. Vous vous souvenez, je vous ai dit que Camus ne pourrait pas battre Shura parce qu'il pourrait moins endommager son armure, du fait qu'il n'atteigne pas le zéro absolu, et que c'est la condition nécessaire pour vraiment abîmer une armure d'or pour un chevalier de glace. Mais Yoga a atteint le zéro absolu, donc Yoga pourrait tout aussi bien abîmer l'armure de Shura. Shura détruira aussi la sienne, bien évidemment, mais dans ce cas, ça se jouerait sur un pied d'égalité, et on sait que les chevaliers de bronze ont une meilleure ténacité. Et puis ce sont les héros principaux. Donc, je pense que Yoga sera le best parmi ces deux-là. En 13e place, Shiryu du Dragon, encore un chevalier de bronze. Shiryu est un chevalier qui a hérité de l'épée Excalibur de Shura, le chevalier du Capricorne justement, dont on avait parlé un peu plus tôt. Étant donné que la plus grosse partie des forces de Shura était justement l'épée Excalibur, on peut dire que Shiryu est plus fort, étant donné qu'en plus, il possède une endurance à toute épreuve quasiment comparable à celle de Seiya, le héros de la série, et possède en plus les techniques apprises par Doko, le chevalier de la balance. Donc, je pense que le rapport de force entre lui et Yoga est à peu près le même que celui entre Shura et Camus. Et donc, qu'il est très légèrement plus fort, mais qu'il l'est quand même. Donc, 13e place pour Shiryu. À la 12e place, on retrouve encore un chevalier de bronze, Shun d'Andromède. À première vue, on pourrait penser Shun assez faible. D'ailleurs, c'est ce que pense une majorité de la fanbase qui n'a pas vraiment l'esprit d'observation. Mais ça, c'est mon avis. Shun, comme je le disais, déteste se battre et préfère utiliser ses chaînes pour se battre. Elles lui servent à la défense, à l'attaque, et c'est vraiment une excellente arme. Néanmoins, quand elle est détruite par Aphrodite des poissons, d'ailleurs c'est à cause de ça que je l'ai placé devant Masque de mort, petite parenthèse, eh bien il se retrouve sans chaîne et Aphrodite lui détruit aussi son armure justement. Donc à partir de là, Shun n'a aucun autre choix que de nous montrer son véritable pouvoir. Et le véritable pouvoir de Shun est totalement dément. Il s'agit du pouvoir du courant nébulaire, lui permettant de déchaîner des tempêtes de cosmos. On apprend d'ailleurs la première fois où il l'utilise que Shun a une parfaite maîtrise du 7e sens et un cosmos totalement gigantesque. C'est qu'un tel pouvoir lui permet sans aucun doute donc d'être 12e de la liste, plus puissant que les autres chevaliers de bronze et d'or qu'on a cités précédemment. Donc 12e place pour Shun. Avec cette 12e place précédemment citée,
on a passé le tiers des chevaliers moyens. Maintenant, on va passer à ceux qui commencent vraiment à être bons. Et on va commencer tout de suite avec cette 11e place en la présence du chevalier du lion, Aolia. Avant qu'on me dise « Ouais, mais c'est le héros de la prochaine série, Souls of God. En plus, il attaque à la vitesse de la lumière. » Non, Aolia, il attaque à la même vitesse que les autres chevaliers d'or. C'est juste que lui, il sait mieux exploiter la vitesse de la lumière. Donc, il arrive bien à l'exploiter, c'est bon, mais il n'est pas vraiment beaucoup plus rapide qu'eux. C'est ça qu'il faut se dire. C'est juste qu'il y a de meilleures techniques que ceux précédemment cités. En fait, c'est le premier chevalier d'or qu'on a vu de la série. Il a réussi à vaincre Seiya quand il ne maîtrisait pas encore le 7e sens avec l'armure du Sagittaire d'or, qui est pourtant la plus puissante. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut, mais Aolia, même si je l'ai un peu bâché, reste quand même un chevalier d'or très puissant. Il est juste assez inexpérimenté étant donné que c'est le plus jeune des chevaliers d'or. Et on en a... il a été un peu décevant pendant l'arc sanctuaire à se faire défier par Seiya quand il ne portait pas son armure, même si c'était dans l'animé, et à se faire contrôler aussi facilement. Il a quand même réussi à lutter contre Shaka, et c'est ce qui lui garantira cette place parmi les chevaliers bons. Donc, 11e place pour Aolia. À la 10e place, le grand frère d'Aolia justement, Aioros. Aioros est le chevalier du Sagittaire. On ne sait pas beaucoup de choses de lui, si ce n'est qu'il doit sûrement maîtriser la flèche de la justice, qui est l'arme ultime de l'armure du Sagittaire, qui est elle-même la plus puissante armure. En cette présence de plus puissante armure d'or, justement, et d'Athéna, à part celle d'Athéna elle-même, eh bien, ça fait d'Aolia un chevalier qui est forcément très puissant. Et donc, je voulais le mettre dans les 10 premiers. Et voilà, comme ça, je ne peux pas le mettre plus haut, mais cette place, pour moi, il l'a mérité, même si on n'en a pas beaucoup vu de lui. Donc, Aioros, 10e. À la 9e place, Mu, le chevalier du bélier. Mu, on l'a pas souvent vu se battre. Au début, on pensait que c'était un simple réparateur d'armure. Ensuite, on a vu que c'était un chevalier d'or qui possédait de puissants pouvoirs télékinésiques, capable même de ramener 2 personnes depuis l'espace jusque dans la Terre. Ou plutôt sur la Terre. Mais bon, donc, ensuite, on a vu que Mu était capable de one-shot les 2 plus faibles de la liste. Là, évidemment, on s'est dit, ah là là, il est fort lui. Donc, Mu, vraiment, il est capable de one-shot les 2 derniers de la liste. En même temps, il possède une des meilleures attaques de défense en la présence du mur de cristal. Et donc il possède une des meilleures défenses, une des meilleures attaques. Et en plus des capacités de soutien intéressantes comme la télékinésie ou le réparage des armures. Donc Mu, vraiment, c'est un des chevaliers les plus complets. Et il mérite largement cette 9e place pour moi. Donc Mu, 9e. En 8e place, Xion du Bélier, justement. Xion est le maître de Mu, et c'est lui qui lui a enseigné tout ce qu'il sait. Xion était un des précédents grands pop, c'était le précédent grand pop, et dans l'Arcadès, il a paralysé très facilement Mu. Le combat n'était pas vraiment équitable, étant donné que Mu était épuisé et ne voulait pas se battre contre son maître. Mais on peut néanmoins dire que Xion est au-dessus de Mu. Donc, on va la mettre à la 8e place. À la 7e place, Doko, le chevalier de la balance. Doko a reçu d'Athéna un pouvoir qui lui permettait de vieillir en apparence, mais de garder presque toute sa forme physique. Il reprendra justement sa véritable apparence dans l'arc Hadès pour égaler, voire dépasser Xion. C'est le chevalier de la puissance, qu'est-ce qu'il dit, de la balance, même si franchement c'est la puissance, et il est aussi fort que Xion, étant donné qu'il possède également les armes de la balance. Cela me suffit à le mettre au-dessus de Xion. Donc on le met 7e de coup.
Donc en 6ème place, le héros principal que vous attendiez tous, sûrement un peu plus haut, Seiya de Pégase, un chevalier de bronze justement. Alors le truc avec Seiya, c'est qu'il est théoriquement invincible, étant donné que à chaque fois qu'il va être sur le point de perdre, il va avoir une montée de puissance grâce au pouvoir du scénario et expliqué dans son monde grâce à sa détermination. Donc il est invincible par un personnage qui n'est pas lui-même invincible, pratiquement invincible ou quelque chose du genre. Donc Seiya, 6ème place. Voilà, c'est vraiment le plus puissant à part les invincibles. En 5ème place, puisqu'on parle d'invincible et de chevalier de bronze, Ikki, le chevalier du phénix. Alors Ikki, il est immortel et son armure a le pouvoir de se régénérer. Normalement, il devrait sûrement être premier ou deuxième. Mais bon, contre un adversaire qui peut l'envoyer dans un autre monde, il galère. Dans son combat contre Shaka, il s'est lui-même envoyé en orbite avec Shaka, mais Shaka nous révèle à la suite qu'il aurait pu revenir au bout d'un certain temps, contrairement à Ikki. Donc Shaka est plus fort qu'Ikki. D'ailleurs, ce sera lui qui sera en 4ème place. Parce que les 3 premiers ont vraiment un gros écart de force avec le reste. Donc Ikki, 5ème place. Et c'est clairement mérité car il est immortel. Donc en 4ème place, justement, je vous l'avais teasé, Shaka, le chevalier de la Vierge, considéré comme l'homme le plus proche de Dieu. Shaka a réussi à tenir dans l'Arcades contre 3 chevaliers d'or de niveau moyen voire supérieur et à les forcer à utiliser une technique interdite qui requiert justement d'être à 3 sous peine d'être en difficulté. Donc Shaka est littéralement beaucoup plus fort que ce qu'on a cité et l'immortalité ne pourra pas rattraper ça. Et l'invincibilité non plus. Donc RIP, Ikki et Seiya qui sont néanmoins dans le même tiers. Je pense. Donc il a aussi réussi plein de trucs, comme je vous le disais. Vaincre Ikki, même si... Bon voilà, finalement il a rallié sa cause. Donc Shaka, vraiment, il a même réussi à aller vivant aux enfers. Donc il mérite clairement sa 4ème place. En 3ème place, Kanon des Gémeaux. Kanon est aussi fort que son frère Saga. Quand il est enragé, c'est dit par Ikki. Et voilà, ça suffit pour le décrire. On approfondira un peu le sujet en parlant du numéro 2. En numéro 2, justement, Saga des Gémeaux, le frère de Kanon. Ils sont à peu près de même force, mais j'ai préféré mettre Saga devant Kanon parce qu'il est un peu plus emblématique. Et je pense qu'en forme de base, il est quand même plus fort que Kanon des Gémeaux. Même si en forme Ares, ils sont de même force. Donc, il peut envoyer les adversaires dans d'autres dimensions. En cela, il pourrait sûrement vaincre Ikki qui ne pourrait pas s'échapper indéfiniment de ces dimensions et qui finirait par être coincé et à bout de cosmos. Et aussi parce à bout de cosmos. Et il est aussi beaucoup plus puissant que Seiya qui a dû s'allier au chevalier de bronze, ne serait-ce que pour défaire son cosmos maléfique. Donc, Seiya, il est même mort, non pas en affrontant tout le monde, parce que sinon, il y avait des chances pour qu'il soit fichu. Non, il s'est juste suicidé en rédemption pour Athéna, pour éviter que sa partie mauvaise ne cause plus de problèmes. Donc, Saga, clairement, le plus fort des mortels. Et justement, en première place, ce sera un immortel. Donc, vous l'aurez compris, en première place, il s'agira d'Athéna elle-même. Et pour ceux qui me diraient qu'Athéna n'est pas un chevalier, eh bien, elle a une armure, elle sait manier son cosmos relativement bien, et c'est la chef des autres chevaliers, et donc fait partie de la même culture. Donc, on pourrait la compter comme un chevalier éventuellement.
D'autant que les dieux ne sont de base que des humains ayant maîtrisé le 8e sens. Donc de base, on pouvait la considérer comme un chevalier. Ce qui fait qu'Athéna est numéro 1 du classement. Et voilà, c'était le classement des 20 chevaliers les plus puissants d'Athéna. Merci d'avoir regardé, lâchez un pouce bleu et je vous dis ciao ciao.